Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Bessaï. Bon après-midi. Good afternoon to you, Innocent Azé, mesdames et messieurs. Bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La ville de Loum est plongée dans l'insalubrité depuis plusieurs années. Une situation bien connue de l'exécutif municipal qui peine à prendre des mesures appropriées pour rendre la ville de Loum propre. On voit tout cela dans ce reportage de Chakino Molon, Isabelle Carole Zoubed. À Loum, dans le département du Mungo, d'importantes quantités d'ordures et de déchets divers cohabitent avec les habitants. La santé de ces derniers est désormais fragilisée à cause de cet environnement insalubre. Pourtant, ne dit-on pas que pour un corps sain, un environnement sain? Hélas, c'est tout le contraire dans cette localité où l'insalubrité depuis plusieurs années dicte sa loi. Et ce, peu importe le quartier dans lequel on se trouve. Ça crée beaucoup d'ennuis, les moustiques, la maladie passe par là. Même les avions, même les avions ne nous laissent pas avec les avions dans l'air. Las d'attendre la réaction des autorités, les habitants de Loum se sont mobilisés pour donner fière allure à leur ville. Nous avons la poubelle qui traîne et puis les eaux qui nous menacent. Nous ne pouvons pas attendre toujours la mairie. C'est pour cela que nous, les gens du quartier, nous avons levé pour donner un coup de main cet acte que vous voyez là. Cette opération, qui vise l'amélioration de leur cadre de vie, est saluée par la mairie qui avoue son incapacité, faute de moyens, à assurer tous les besoins des populations. Il n'y a pas assez de moyens que la mairie. Nous créons tout nuit et jour. Nous créons nuit et jour par rapport à la décentralisation. C'est sur le papier, mais on ne pratique pas vraiment la décentralisation sur le terrain. De telles actions devraient être dupliquées dans plusieurs autres villes du pays où l'insalubrité a également fait son lit. La fabrication et l'utilisation de faux documents officiels prospèrent dans la ville de Yaoundé. Selon le commissariat du 5e arrondissement, des spécialistes dans la fabrication de faux récépissés de cartes nationales d'identité et diplômes ont été mis aux arrêts. Leur mode opératoire, c'est dans ce reportage que signent Joël Essengue et Guizoro. Loin de se démonter, Kwotu Aliou, qu'on voit ici en image, présumé contrefacteur de carte nationale d'identité, a tenu à délivrer sa version face aux accusations formulées contre lui par le commissariat du 5e arrondissement à Yaoundé. J'ai ma carte à la police et ils m'ont jamais donné la carte. Je ne fais pas les faux. Je ne fais pas les faux. Regardez-moi bien. Pourtant, les faits tels que relatés par la police sont loin des affirmations du mis en cause. Lors d'une patrouille de routine, notre équipe motorisée, dans la nuit du 3 au 4 avril, a trouvé un individu suspect aux encablures du CHU. Il était minuit passé. Sa présence suspecte en ces lieux a conduit à son interpellation. Il a été conduit ici à la base. Dans ces vérifications, la police va finir par découvrir des faits troublants. En regardant son récépissé de carte d'identité pour l'identifier, on s'est rendu compte qu'il avait un récépissé qui indiquait qu'il a été délivré le 5 avril 2021. Or, nous étions encore dans la nuit du 3 au 4. C'est ça qui a attiré notre attention. De fil en aiguille, les interpellations des membres de ce groupe de présumés contrefacteurs vont alors se succéder. On l'a donc exploité. Il nous a fait comprendre que c'est une de ses connaissances, en l'occurrence quelqu'un avec qui il joue au 2-0, qui lui a fourni ce récépissé parce qu'il avait posé la difficulté à pouvoir se faire établir une carte d'identité. Il nous a permis d'interpeller ce deuxième individu qui avait également un récépissé faux. Quand on l'a également interrogé et exploité ce deuxième, il nous a donc conduit vers le troisième. La police met la main sur un véritable butin composé des imprimantes, des laptops, des appareils photo, des cachets portant les signatures de nombre de personnalités, tout un attirail qui permettait aux présumés contrefacteurs de fabriquer une pléthore de documents officiels. Dans la foulée, une descente au domicile du chef de cette bande a permis de faire une intrusion dans son quartier général. Devant la gravité de ces actes, la police rappelle aux usagers la conduite à tenir pour l'obtention des documents officiels. Les populations doivent savoir que pour s'établir
des documents officiels, il y a des endroits indiqués. Si c'est la carte d'identité, on sait que c'est dans les services de police et dans des postes d'identification. Quand un usager lui-même va se faire établir une carte sans jamais s'être présenté quelque part, ça veut dire qu'on vient seulement vous remettre un récépissé, alors que vous ne vous êtes pas présenté dans un service de police. C'est vraiment curieux. Donc il faudrait que les gens soient sensibilisés. Les présumés contrefacteurs, eux, seront présentés au procureur de la République. Évoquons à présent la colère des clients de la microfinance Comessi à Douala. Depuis des semaines, ils vivent dans la misère au regard de l'impossibilité d'entrer en possession de leur argent placé dans cette microfinance devenue insolvable depuis plusieurs années. Sédik Ding et Sédik Chouna. Assise à même le sol depuis l'aube, Annie fait le pied de grue. Elle qui se retrouve dans la ville de Douala pour la première fois n'a que ses bagages comme seul refuge. Et cette dernière est un peu perdue. Je suis arrivée ce matin à 4 heures. Et c'est ma première fois à Douala. Je n'étais même jamais à Douala. Je connaissais Douala. Annie n'est pas la seule dans cette situation. Ils sont des centaines à se retrouver ici devant l'établissement de microfinance Comessi à Akwa. Tous sont unanimes et réclament une seule chose. Je viens réclamer mon argent que Comessi a confisqué depuis plusieurs années. Je suis là depuis 4 heures. Je viens de Bafoussam, 2 millions et demi. Je suis arrivé depuis la nuit de dimanche à lundi à 1 heure. Alors il y a ceux de Bafoussam qui sont là. J'ai trouvé une demoiselle à minuit. Ceux depuis mercredi ne sont pas encore reçus. J'ai une somme près de 1 800 000 que je réclame ici. Certains sont là depuis des heures et finissent même par s'endormir épuisés par l'attente. Une note de l'administration datant de février faisait pourtant l'annonce du paiement pour la fin du 10 mois des redevances de la microfinance auprès de ses clients. À notre arrivée sur les lieux, les grilles de la microfinance sont désespérément closes. Tentant d'entrer en contact avec la direction, nous n'avons eu aucun retour de ces derniers. Chose curieuse, aucune signature ne figure sur ce document. Selon des indiscrétions, les clients sont invités à remettre leur carnet de souscripteurs contre coupon. Une décision que ces derniers n'entendent pas de cette oreille. Et quand on va prendre mon carnet, je vais encore dire à mes enfants que l'argent est parti où? Non, je ne peux pas donner mon carnet. Comment? Il faut quelque chose pour me rassurer que... Yeah. Des clients qui réclament des sommes astronomiques à la microfinance, des redevances qui, pour certains, ont mis leurs activités au point mort. Je dis, j'ai fait des prêts d'argent, je parle du transport, quoi. Oui, parce que depuis que Comessi a gagné mon argent, je ne fais plus rien. Je suis calé. Depuis 2017, la microfinance a amorcé une véritable descente aux enfers, enregistrant des pertes sèches évaluées à près de 8,5 milliards de francs, plongeant ainsi des milliers de Camerounais dans la tourmente. En nécrologie, Halim Hayatou pour l'éternité, le Lamido et secrétaire d'État à la santé en charge des épidémies et pandémies, a été inhumé hier dans sa terre natale de Garoua. L'illustre disparu a reçu les hommages de la nation. Olivier Tsefo et Jean-Paul Chouniat. Arrivé à l'aéroport international de Garoua, sous un soleil d'aplomb et dans une ambiance très lourde, la dépouille du Lamido Halim Garga Hayatou est accueillie avec tous les hommages et honneurs militaires dus à son rang d'autorité traditionnelle et au commis de l'État, mort en fonction. Ces obsèques officielles se dérouleront le mardi 6 avril 2021 à Garoua, département de la Benue, région du Nord. Devant un parterre d'habitants de Garoua, autorités administratives et traditionnelles, familles, amis, connaissances et autres curieux, présentation de gerbes de fleurs du couple présidentiel Paul et Chantal Biya, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, procède au rituel de circonstance. Une cérémonie brève, sobre et empreinte de solennité, exactement comme le secrétaire d'État Halim Hayatou a vécu.
famille aussi prennent l'exemple de Papa Alim, parce qu'il était doux, très doux. Que sa famille, c'est lui qui va les succéder même. Il faut qu'il soit comme lui pour rassembler tous les fils et les filles de Garoua. Et dans le strict respect des mesures barrières, la dépouille de Sa Majesté Alim Garga Yatou quitte l'esplanade de l'aéroport international de Garoua pour l'enterrement dans l'intimité au caveau familial. Le lamido de Garoua, Sa Majesté Alim Garga Yatou, par ailleurs secrétaire d'État à la santé publique, en charge des épidémies et des pandémies, est décédé au petit matin du 4 avril à Yaoundé, de suite de maladie. La question du financement de la recherche est au centre de la 8e édition des conférences scientifiques de la PIKEM FOCAM Institute of Excellence. Pendant 2 jours, enseignants d'université et chercheurs ont déploré le retard du Cameroun dans l'octroi des financements plus importants afin d'approfondir la recherche scientifique dans les domaines d'activité à même de permettre au Cameroun de s'adapter à la vie post-Covid-19. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gonson. C'est dans un contexte particulier, marqué par la résurgence du coronavirus, que s'est tenue cette 8e édition des conférences scientifiques de la PIKEM FOCAM Institute of Excellence. Et au cœur des réflexions justement, la question du financement de la recherche en contexte Covid. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous nous sommes rendus compte que chaque pays du monde utilisait les résultats des recherches technologiques dont il dispose pour résoudre les problèmes liés à la Covid, par exemple. Il y a des appareils pour respirer, il y a des médicaments, il y a aujourd'hui des vaccins. Donc, plusieurs pays sont en train de développer. Et sur tout le continent, vous ne voyez aucun pays qui vous propose même, n'est-ce pas, un début de développement en ce qui concerne le vaccin, tout simplement parce que nous avons depuis des années ignoré qu'il fallait investir dans la recherche. Ce ne sont pas des chercheurs qui manquent, mais ce sont des investissements. Pour les conférenciers, la Covid est une formidable opportunité pour le Cameroun, dans la mesure où la survenue de cette pandémie nous a rappelé combien nous étions en retard, au point de dépendre essentiellement de l'extérieur. Avant la Covid, il était difficile de regarder un virus au Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est possible. Je peux déjà analyser les substances contenues dans une plante en quelques secondes. Pas à l'époque où il fallait mettre 4 semaines pour faire un dosage. Donc on a migré d'un pas. Parce que la pandémie a été l'occasion pour les pouvoirs publics de se rendre compte que le mot recherche au Cameroun est un phénomène de mode et non une réalité. Parce qu'il n'y a pas de recherche sans développement. Il n'y a pas de développement sans recherche, les deux vont de pair. La Covid a montré l'incapacité du Cameroun à se prendre en charge et c'est dommage. Il me semble que c'est une opportunité qui va peut-être ouvrir enfin les yeux des décideurs pour leur montrer l'importance de la recherche par rapport au développement. Se déroulant en présentiel, dans le strict respect des mesures barrières et par visioconférence, pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, ce grand rendez-vous du donner et du recevoir a permis aux participants de s'abreuver à la source des découvertes ayant permis au Cameroun de contenir la Covid-19. L'exemple de l'artémisia. L'artémisinine n'est que 10% du contenu d'artémisia. On parle de 200 substances actives. C'est pour ça que pour moi, utiliser artémisia, utiliser seulement les feuilles est une erreur. C'est pour ça qu'on fait face aux résistances. Nous avons une autre méthode pour l'utilisation de l'artémisia. Je ne vais pas le révéler ici, parce qu'il me faut le breveter. Nous allons mettre en place des plantes qui parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire des plantes riches en d'autres substances que la l'artémisinine. C'est ce que nous avons engagé dans l'étude phénologique et biochimique de cette plante. Nous ne venons pas du charlatanisme. Il faut le prouver scientifiquement. Au bout du compte, cette 8e édition, bien qu'organisée dans un contexte sanitaire difficile, a comblé les attentes. Les participants ont, comme d'habitude, développé des thématiques liées à leur recherche propre, c'est-à-dire à leur domaine de compétences, sur le thème des sciences agricoles, sur le thème de la technologie de communication, sur le thème de la technologie de développement industriel et sur plusieurs autres thèmes, comme par exemple l'extraction des plantes médicinales. Vivement la 9e édition des conférences scientifiques de la PIKEM FOCAM Institute of Excellence. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julene. Good afternoon once again. And to our viewers, good afternoon. Thanks for staying with us
More than 1,000 families might just be victims of a forceful land eviction that's in Buea, in the southwest region of Cameroon. The occupants of some 14 sites at the GRA have been invited to Yaoundé by the National Anti-Corruption Commission to show proof of legal ownership of the portions of land they have been occupying for several years. Barrister Ikome Ngongi warns of a possible eruption of another crisis like the Anglophone crisis, a crisis that could be provoked by land grabbing in Fako division. He urged hierarchies to handle the matter with care. Derry Jato reports. The fate of these buildings here in Buea subdivision, Simolo Bik Lokalu Modern, will be determined latest April 9, 2021 at the conference hall of the National Anti-Corruption Commission, KONAC in Yaoundé, where those claiming ownership of this structure will prove to the Anti-Corruption Commission how they acquired the land to build. They are a total of 14 sites with approximately 8,000 plus houses already planted on them. In a press release dated 19 March 2021, the chairman of KONAC, Reverend Dr. J. Dening Masigam, spelled out that all those occupying this site, from Buea Station, Federal's Quarters, GRA, Clark's Quarters, Lower Farms, Upper Farms, Buea Fuel Plantation, Presidential Residence Land, Bostal Institute, Guest House, Wadas Barracks, Buea Regional Hospital Land, and the Government Practicing School Moliko Buea should come along with the following document: 1. Attribution Act of the land, 2. Land Certificate, 3. Building Permit, and 4. Receipt of the payment of a transaction through auction sales or by private treaty at the Divisional Land Revenue Collector of Fako Division. Personally, I've addressed at least 90% of my petitions to government about land grabbing in Fako. I've copied KONAC. And to Barrister Ikome Ngongi, KONAC has taken the right step. So if KONAC is coming in to try to correct this, they have 100% of my support and the support of the people of Fako especially. But reminded this Cameroon Anti-Corruption Commission that the land in question is not state land. There has been a mistaken impression all along, especially in Fako, that all land in Fako is state land. That is false. I can tell you that as far as 1959, the British government was paying rents to the Joint Council, Bakri Council of Victoria and Buea Council, which constituted Manga Williams and Chief Gevash Osendeli. They're paying rents over all the lands that were occupied by government. I'm talking about the GRA, the class quarters, the federal quarter. I don't know if it existed then. We had all these government station buildings. The British government used to pay rents to the traditional council on this land. Do you know why? Because it was not owned by the government. In fact, there was no Cameroon government as we know it today before 1961. So who owned this land before then? So let us be clear, the government doesn't own land in Fako except land that it has legally expropriated. And the process of expropriation requires the government to pay compensation to the owners of the land. The owners of the land existed here before the government of Cameroon came into being. This legal mind also said the Cameroon government still has a window of opportunity to right the wrongs before things spill out. A horrible conflict brewing in the making. Because it will get to a point where our young Fako boys and girls will not have a place to build their houses, they'll not have a place to farm, they'll not have jobs as they do not have now, and they'll be surrounded by strangers, all who are occupying these positions, who have occupied the lands through illegal process of acquisition because they had the power. And there'll be very serious conflict in the brewing. I had the occasion to tell the Minister of Lands recently, in Yaoundé, through his Secretary General, that if this situation is not stemmed early, we shall have a worse conflict within Fako than what is happening in the whole North and Southwest province. April 9 is the date and Yaoundé Conference Center, the venue. The Fako sons and daughters are therefore waiting for an outcome that might change everything. Municipal authorities in the Dongamantung division of the northwest region of Cameroon say normalcy has returned and it's now time for government officials to implement the presidential plan of reconstruction. They say calm has returned, though some persons are still holding arms in bushes. The details in this report compiled by Formi Armstrong Sander.
The Ndu municipality, which has over the years enjoyed the position of the economic capital of the Donga Mantung division, became a shadow of itself with the escalation of the Anglophone crisis. Economic activities, especially at the popular Ndu market, got hampered. Interdivisional and subdivisional circulation hampered with the ring road blockade in the Bui division. The Ndu council activities are a standstill until the 9th of February 2020 municipal and legislative that brought the Mayor Abdul Kanfon Borno-led team to the helm of Ndu. We have been working with the funds, with the RDOs, with the administration, and we have peace returning in Ndu municipality. And so for last year, we launched all our projects, and we received more than 80% of this project. This year we have launched all our projects, and we are looking forward to government for other projects. The launch and successfully received projects, according to the Mayor Abdul Kanfon Borno, include the grading of stretches within Ndu town, the grading of farm-to-market roads and interconnection of villages in Ndu subdivision, the provision of pipe-borne water, solar energy supply, a return to fleet circulation, and a comeback of economic activities to the Ndu market. We are also ready for the ring road to begin, and we think that this ring road can begin from the stretch of road from Njifo in Ndu right to Nkambe and beyond to Misaje, because we are ready. Ndu has been lagging behind as far as development is concerned, and I think our people are now ready for development. We have been talking to those who took up arms and are in the bush. We asked them to drop their weapons, and many have dropped their weapons. Some are still in the bush, and we will not relent our effort in calling them to come and join us develop our fatherland. The positive strides of the Ndu Council and Ndu subdivision were identified and saluted by the Senior Divisional Officer for the Donga Mantung Division, Dr. Do Simon Quenti, during the Ndu Council Administrative, Management and Stores Account session at the Ndu Council Chambers. The session also saw the Mayor, Abdul Kanfon Borno, receiving a vote of confidence from his core councillors for the proper management of the 2020 account. Ndu Council municipal authorities say their environment is safe for the government of Cameroon to commence the implementation of the presidential plan for the reconstruction and development of the northwest and southwest regions. Inhabitants of Loum Chantier in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon say government should allow effective decentralization for local administrators to cater or manage their developmental setbacks. The population made the declaration during a clean-up campaign they launched after the council officials had given fruitless promises. Details with Smanjikan Geber. The population of Loum Chantier have been living in debt for months now. Without waiting for the council to react, the population have decided to take the bulls by the horns as they clean their neighborhood. We can't just wait for the council. That is why the youth of the Loum Chantier quarter have decided to take on this exercise. Some of the inhabitants say if they are embarking on the exercise with their personal means, it's because they have patiently waited for the council to come, but that has never happened. Since they have the zeal to work, they took up the task. We didn't wait for the council because we have the zeal to work. If we have to wait for the council, we shall always be behind. On 4 occasions, we have confronted the council. Council officials says the council is suffering because they have no means, and more to that, the so-called decentralization that the government is preaching is still in the drawers in certain offices in Yaoundé.
The council has no means, reasons why the mayor in a gathering urged the different quarter heads to create development committees that will help in the development of the zones. We cry every day for effective decentralization. Par rapport à la décentralisation, c'est sur le papier, mais on ne pratique pas vraiment la décentralisation. Notwithstanding the clean-up campaign done by the inhabitants of Loum Chantier, they are still calling on the council to come and intervene in other areas within their locality that still needs help. That report ends this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much. C'est avec ce reportage de Smart Ndikan Gabriel, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.